Bonjour, bienvenue à Pas sorti du bois et voici la 7e partie de la série sur les sentiers de la hard rock. La Hard Rock 100 est probablement la course la plus difficile d'ultra qui existe dans le monde. À la Hard Rock, tu fais partie de la chaîne alimentaire. I'm so excited that Hard Rock gets to happen this year. La série sur les sentiers de la hard rock est présentée par NAC, la référence en nutrition pour sport d'endurance. À la hard rock ou ailleurs, les longs efforts d'endurance sont souvent synonymes de baisse d'énergie puis de vigilance. Tous les produits Ultra Énergie peuvent t'aider avec ça, mais quand t'as pas envie de traîner ta machine à café dans ton drop bag, c'est le temps de te tourner vers les produits caféinés de NAC. Côté bar, il y a deux saveurs, Mocha et Macchiato Caramel, qui contiennent chacune 65 mg de caféine. Ça, c'est l'équivalent d'une shot d'espresso, mais bonifié de tous les bienfaits de l'Ultra Énergie en termes de calories, de glucides, de protéines et d'électrolytes. Dans la gamme caféinée, tu as aussi l'option du gel qui se digère encore mieux dans un effort plus intense. Avec ses 35 mg de caféine et ses 27 g de glucides naturels, tu as de quoi passer une belle nuit dans le bois. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nac.com et utilise le code promo Pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! You're now a hard rocker. Yes, you're now a hard rocker. Yeah. Salut tout le monde, bienvenue à cette 7e partie de la série sur les sentiers de la hard rock. C'est sur les sentiers de la hard rock, mais c'est sur les sentiers du Colorado parce que j'enregistre ça directement de Manitou Springs au sud du Colorado. C'est là que notre road trip familial nous a menés. C'est assez spécial ici à Manitou Springs parce que comment dire, c'est un peu une mecque du sport d'endurance puis de la course en montagne parce que il y a deux éléments très importants dans l'histoire de Manitou Springs puis dans l'histoire de la course en montagne qui se sont passés ici. D'abord, il y a le Manitou Incline, ou aussi appelé The Incline. C'est une ancienne raid d'un funiculaire qui a créé 2768 marches accidentées. C'est un départ à 2000 mètres d'altitude, puis c'est une arrivée 1,4 km plus tard à 2620 mètres d'altitude. Donc, c'est un genre de 620 mètres de D+, sur 1,4. Donc, c'est un très, très, très bon ratio. Mais écoutez, il y a des portions entre 45% et 68% d'inclinaison. C'est vraiment, vraiment intense. Pour les gens de Québec ou pour les gens qui connaissent la région de Québec, c'est une montée comparable à un Mont-Saint-Anne par la gondoleuse, donc du très, très à pic, mais encore plus, parce que là, c'est sur 1,4 km qu'on va chercher le 620 mètres, ou, en termes de marche, c'est 7 fois le Cap-Blanc. Je suis allé, je l'ai fait, j'ai eu beaucoup de fun à le faire, j'ai beaucoup souffert. Ce qui m'a surpris, c'est que c'est exposé du début à la fin. Donc, oui, c'est dans une montagne, oui, c'est à travers les arbres, mais la portion du incline, c'est un ancien funiculaire, fait qu'il fallait qu'il aille défricher un peu le bois pour que ça passe. C'est vraiment très, très, très exposé. J'étais allé là en milieu d'après-midi, le soleil tapait très fort, c'était du ressenti 30-32. Donc, ça m'a surpris. Autre chose qui m'a surpris, c'est 2768 marches, mais moi je m'attendais à des hauteurs de marche équivalentes ou à peu près d'un escalier régulier. On est très très loin de ça. Il y a des portions où les marches sont très très serrées, tu fais des tout petits pas, puis il y a des portions où les marches sont tellement éloignées l'une de l'autre que c'est comme monter 2 marches à la fois. Mais c'est une. Fait que c'est quand même 2768 marches, très 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 intense. C'est vraiment vraiment trippant à faire parce que tout le long que tu montes, tu regardes derrière, tu as une vue écœurante sur la genre de vallée de Colorado Springs, Manitou Springs. On est en train de monter sur la montagne Manitou qui est une espèce de pré-sommet vers le Pikes Peak qui est le sommet le plus connu du coin. En fait, Pikes Peak, il l'appelle America's Mountain. Donc c'est comme la montagne emblématique américaine. Ça trône à 4305 mètres d'altitude. On est vraiment dans ces montagnes-là, dans ces sentiers-là. La Bar Trail qui est extrêmement connue dans le monde du trail parce que c'est l'accès pour monter jusqu'au sommet de Pikes Peak.
passe par le Manitou Incline. C'est vraiment deux choses, le Pikes Peak et le Manitou Incline, qui sont emblématiques dans le monde de la course en montagne, du plein air, des sports en montagne, parce que beaucoup de monde s'entraîne ici. C'est vraiment, vraiment intense comme entraînement. 2 records qui m'ont vraiment impressionné. Mais d'abord, je suis allé voir le FKT pour le fun, parce que clairement, j'avais aucune chance de le battre. Puis je me rappelle d'une fois où Kylian avait fait une vidéo avec Salomon à l'époque, puis il tentait de battre le FKT de l'époque qui appartenait à Joseph Gray. Joe Gray, qui est un gars très connu dans le monde de la course en montagne, qui est toujours très actif aujourd'hui. C'était dans les 18 minutes pour monter ces 2768 marches-là. C'est vraiment très, très, très rapide, on s'entend. Mais j'ai vu que Rémi Bonnet, qui est en ce moment le meilleur coureur en montagne au monde, un gars qui remporte à peu près tout, du kilomètre vertical jusqu'à des 42 kilomètres de montagne. C'est lui qui a les 2 derniers FKT. Il s'est auto-battu l'an passé après avoir établi le record en 2022. On parle de 17 minutes et 26 secondes pour monter jusqu'en haut. C'est vraiment extrêmement rapide. C'est une montée à la course du début à la fin, mais c'est pas des petites marches comme je disais, donc c'est très impressionnant. Clairement, j'étais loin de ce record-là, mais c'est toujours très le fun de suivre les pas de quelqu'un qui est dans les meilleurs au monde dans un sport, dans une discipline, puis de voir qu'est-ce que nous, on peut faire avec nos capacités, puis de se rendre compte à quel point ces gens-là sont extrêmement impressionnants. Donc, j'ai eu beaucoup de fun sur le Manitou Incline. J'ai beaucoup souffert, mais la descente est tripante. Il y a 2 options. Soit on descend directement par le Manitou Incline, donc on revient sur nos pas directement dans les marches, ou on descend par Bar Trail, qui est un 9 ou 10 km descendant. Moi, je voulais l'expérience totale. J'arrive au sommet, il se met à grêler, on est en haute altitude, les températures sont très changeantes, donc j'avais vraiment déjà l'expérience totale de la montagne, puis je voulais redescendre par là où je venais d'arriver. Puis, je suis habitué à Québec sur les escaliers en descendant, donc je peux me torcher un peu, puis ça a fait mal. Je le sens encore aujourd'hui, j'ai les quads un peu détruits, mais ça en valait vraiment la peine. Autre chose qui est mythique dans le coin de Manitou Springs, mais c'est le Pikes Peak Marathon. C'est une course qui est loin d'être un marathon sur asphalte, je vous rassure, c'est un marathon de montagne. Écoutez, ça a lieu depuis 1956, donc c'est une course qui est emblématique aux États-Unis, c'est emblématique dans le monde de la course en montagne, de la course en sentier. C'est un 42 km qui se tient depuis 1956, donc bien avant la GFK 50 Mile qui est emblématique dans le monde des ultras, ou bien sûr la Western State, le 100 000 le plus ancien au monde en ce moment. Le concept du Pikes Peak Marathon, c'est simple. Le samedi, tu as l'épreuve de Ascent, donc une montée. On part à la base de la montagne, on monte jusqu'au sommet, c'est un 23 km avec 2500 mètres de dénivelé positif. C'est ça le samedi. Et le dimanche, c'est le marathon, donc on reprend exactement les mêmes 23 km de montée, mais ensuite on redescend pour arrondir ça à un genre de 42 km de montagne. C'est une course qui a fait partie de la Skyrunner World Series quand c'était la grosse affaire dans le monde de la course en montagne. Ça a fait partie de la Golden Trail World Series. Dans tous les cas, année après année, il y a énormément de compétitions ici, puis c'est une course qui est vraiment emblématique de par le fait que c'est sur Pikes Peak, qui est le America's Mountain, la montagne emblématique ici, mais c'est une course qui est extrêmement relevée, puis avec le temps, ça a toujours attiré beaucoup de compétitions. Le roi incontesté ici, c'est Matt Carpenter. Le nom vous dit peut-être rien, mais disons que c'est le Kylian Jornet de son époque. Dans les années 90, Matt Carpenter était de loin le plus grand athlète de montagne au monde. Il a gagné des 100 000 montagneux à Leadville, mais là où il a vraiment fait sa popularité, c'est sur le Pikes Peak Marathon. Écoutez, il a remporté 6 victoires sur l'Ascent, 12 victoires sur le marathon, dont un record du parcours en 1993 de 3 heures 16 minutes et 39 secondes, qui encore aujourd'hui est imbattu. Puis c'est pas faute d'avoir eu de la grosse compétition, du gros calibre ici. Rémi Bonnet s'est essayé, a récemment battu son record de Matt Carpenter sur la portion Ascent, donc la montée, mais sur le marathon, Kylian l'a remporté plusieurs fois et a essayé à maintes et maintes reprises de battre ce record de parcours-là de 3h16 et il n'est jamais parvenu. C'est vraiment un temps exceptionnel. Allez voir si vous connaissez pas Matt Carpenter, ce qui a accompagné. Il y a des records de marathon à 4000 mètres, à 5000 mètres, des marathons d'asphalte qu'il a fait en haute altitude. Ce gars-là était une bête. Il a été étudié par des scientifiques par rapport à sa VO2 max. C'est un gars qui était vraiment au sommet de sa forme dans les années 90, mais il a même gagné des grosses courses dans les années 2000 par après. Donc 12 victoires sur le Pikes Peak Marathon. C'est lui ici, l'emblème. Tu vas au Manitou Incline. Il y a eu le FKT très longtemps. Il y a des images de lui dans le petit café en bas du Manitou Incline. C'est un icône ici. Puis Matt Carpenter, dans les années 90, c'était vraiment un icône de la course en montagne. C'était vraiment le Kylian de son époque.
Avant de passer aux 3 entrevues de l'épisode qui sont un peu l'honneur de la guerre, là, c'est pas moi qui vous parle de mon voyage qui était l'honneur de la guerre, c'est vraiment les 3 entrevues. Mais avant d'en parler, il y a un auditeur de Pas sorti du bois, Michel Chamberlain, qui m'a rapporté que plusieurs personnes dans les médias spécialisés du trail se sont dit déçus de la performance de Courtney sur la Hard Rock cette année, vu la fraîcheur de ses jambes versus l'an dernier. Effectivement, c'est extrêmement décevant qu'elle ait battu le record du parcours puis qu'elle ait terminé 4e overall, tout juste derrière 3 coureurs légendaires de notre sport. C'est très, très décevant qu'elle ait juste gagné par 3 heures sur la deuxième femme, Camille Bruyas, qui est clairement dans le top 5 des plus grandes ultramarathoniennes au monde présentement, et que par 4 heures sur Katharina Hartmut, une autre excellente coureuse qui a même terminé 2e sur l'UTMB. Je vous rassure, c'était de l'ironie. Je cesse l'ironie à l'instant. Courtney, c'est la plus grande athlète de notre sport, je pense, de tous les temps. Sa capacité à rivaliser avec les meilleurs hommes, sa capacité à remporter quasiment 100% des courses auxquelles elle participe, ou en tout cas, du moins celles qu'elle termine, sa capacité à fracasser les records du parcours à chaque épreuve qu'elle fait, ben, ça crée des attentes qui deviennent un peu irréalistes. Donc, effectivement, d'avoir retranché une dizaine de minutes à son record du parcours de l'an dernier, alors que l'an dernier était suite à la Western, 3 semaines après. Cette année, elle arrive avec des jambes fraîches. Oui, on peut comparer ces 2 performances-là, mais je pense que dans notre sport, on peut pas comparer d'une édition à l'autre. Je pense que dans la plupart des sports, on peut pas le faire, mais en trail, c'est plus vrai que jamais parce que les conditions météorologiques viennent complètement changer l'allure d'une course. Je me rappelle pas l'an passé, c'était quoi les conditions. Cette année, c'était pas des conditions extrêmes d'orage, de grêle, de vent, de neige, mais c'était extrêmement chaud. Puis ça, une hard rock à la grosse chaleur, t'es tout le temps exposé, t'es sur des sommets chauds où il y a pas un arbre pour te faire de l'ombre. Donc, c'était extrêmement chaud, puis c'était d'autant plus chaud en haute altitude, exposé. C'est un facteur. Il y a plein d'autres facteurs. Puis, Courtney a battu le record du parcours. Courtney s'est approchée de la barre de 26 heures que personne pensait franchissable par aucune coureuse dans l'histoire de la Hard Rock. Là, elle s'y approche. On se dit que ça peut se faire dans les prochaines années ou pas. Dans tous les cas, c'est complètement irréaliste de mettre une pression sur une athlète comme ça, alors qu'elle est vraiment au sommet de sa forme, puis qu'il y a personne qui semble être à son niveau, autant homme que femme. Il y a personne qui a jamais dominé le sport à ce niveau-là dans une époque aussi compétitive. Donc, oui, effectivement, je suis allé lire après, quand j'ai reçu le message de Michel, puis il y a quelques médias qui ont comme soulevé cette question-là de manière, des fois, un peu maladroite. C'est complètement ridicule dans mon livre à moi. Courtney va faire une performance qui est mythique. Encore une fois, on va reparler de cette série de performances-là depuis 3-4 ans de Courtney. Pendant des années, ça va être dur à battre. Ça va être dur de voir quelqu'un dominer le sport autant. Donc non, c'est pas décevant du tout cette performance-là. C'est plutôt magnifique. Donc voilà, c'était mon petit point éditorial en réponse à ces quelques médias-là ou ces quelques journalistes-là du sport qui ont soulevé cette question-là de est-ce que c'est vraiment impressionnant comme performance? Oui, ça le sera toujours. Courtney a terminé un 100 000. Point. Juste ça, c'est impressionnant. Peu importe qui le fait, peu importe en combien de temps, de se lancer sur cette distance-là, de la finir. Après ça, dans un temps record, 4e overall, première femme. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'était du grand Courtney, puis c'est tout en son honneur, puis on devrait célébrer cette performance-là. Point final. Donc, sans plus tarder, on passe à la portion entrevue de l'épisode qui est vraiment le corps de cet épisode-là, de cette 7e partie de la série sur les sentiers de la Hard Rock. On y va en mode chronologique, dans l'ordre que ça s'est enregistré. Donc, d'abord, une courte entrevue que j'ai eu la chance de faire avec quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans ce sport-là, quelqu'un qui en inspire beaucoup depuis des années, depuis sa victoire à la CCC en 2015. C'est un gars qui est extrêmement suivi, c'est un gars qui est extrêmement inspirant dans notre sport, de son approche très minimaliste, son approche très humaine et organique du sport. Et bien sûr, je parle de Zach Miller. Donc, j'ai eu la chance d'y parler. Ça va être la première entrevue. C'est suivi d'une entrevue avec Diego Pazos, le 2e homme de la Hard Rock. Un gars que j'ai croisé par hasard sur le camping où je logeais avec ma famille. Lui aussi logeait là avec sa famille. Je vous en ai parlé dans la partie 6. Il y a eu une arrivée qui était émotive, qui était belle avec sa famille. C'est un gars qui arrivait de ravito en ravito avec une énergie contagieuse. Donc, on revient là-dessus avec lui. On revient sur sa course. Une performance exceptionnelle de ce gars-là. Donc, une 2e place à la Hard Rock pour Diego Pazos. Et on termine ça avec une fille que j'ai déjà reçue au podcast, Fanny Barrette, qui était pacer sur la course pour une de ses amies de l'Ouest canadien. Donc, on se lance sur ces 3 entrevues-là pour la 7e partie de la série sur les sentiers de la Hard Rock. Bonne écoute tout le monde. Ciao. Zach Miller, welcome to Pas sorti du bois. It's a French-Canadian podcast, but I won't ask you a question in French, except if you tell me that your French is good. No, my French is not good. It's really late at night. We just saw Ludovic Pomeray arrive with a new course record. I know you're really
you're really into the sport. You were all day around. I saw you in Uri. You were making food for people. I saw you at aid station. I really think that it's amazing that after what happened a week ago with your surgery, that you're still here enjoying the race. Was it important for you to be here no matter what? I mean, we come pretty much every year for the race, to hang out and be a part of it. And, we're usually in my bus handing out food, donuts or, popsicles or something. So this year it was donuts. I mean, when I couldn't race, I was definitely going to hang around and, enjoy the race. Even if I couldn't be in it. Yeah. What's special about Hard Rock that keeps you coming back every year? I mean, I'm usually in Colorado for the summer training, and it's always fun to train in the San Juan. So, you don't have to twist someone's arm too much to come out here. And then I think for me, the really cool thing about Hard Rock is the route. The course is just really, really cool. It's fun to train on. It's wild and beautiful, and it's just kind of it's a fun time to come out and see friends, because a lot of, I think, the same people come back year after year, whether it's to watch or to whether it's, some people come back to race, some people just come back to watch. For me, usually a lot of my friends are out here, and it's just sort of like a fun little reunion to come out and see my buddies. Some of whom maybe have never run the race at all, but, we like being in the San Juans. Yeah, there's a strong family spirit here. Yeah, they definitely have sort of their own unique culture surrounding this race. But, I think it's, maybe not everyone's experience is quite the same of maybe how they interact with sort of the Hard Rock family. But I think there's definitely a presence of the ultra running community vibe, just in that people get stoked on coming out and watching a race. They're with such a small field, a lot of people have actually never done this race, but ultra runners, I don't know, it's a weird sport. We love hanging out at aid stations and just watching people come through and waiting for our friends. So it's nice that even though it's difficult for a lot of people to get into this race, people still find a way to have fun and be a part of it, even if it's just cheering and hanging out. Yeah. Last question before I let you go to sleep, because it's pretty late. You prepared for this race. You were ready. Now with all that big training behind you, what's the plan with to benefit from that training for the next project? Yeah, I'm not really sure yet. I have a few ideas. I need some time. It's been a pretty crazy week, quite a roller coaster, mentally and emotionally, and and then those things kind of end up being physical things as well. So, I mean, the recovery from the surgery has gone very well so far. So I think I should be able to pivot to something, but yeah, I'm not exactly sure what that will be. I've had some thought about, maybe Nolans, or, maybe, I don't know, maybe I try to get into Diagonal des Fous, although that's in 3 months. So that's I kind of want to do something before that. Yeah. But I don't know. There have been other ideas as well. There's a few other good races yet. So yeah, it's kind of hard because this was the plan. And now I'm not quite sure what to do. I'm sort of holding all of this fitness in my hands and it's a weird situation. Wondering what I do with it. So, but first time that you've been in that kind of weird situation? I don't know if it's the first time, but it is it's the first time that I've kind of had this very unexpected no start, because up until a week out, it was all looking fine. Yeah. But I don't know. It happens, and we'll try to pivot to something. Whatever it is, we'll cheer for you, Zach. You're a big part of this community, and I have to say, all my friends, all my trail running community in Quebec,
they've all watched that 2015 CCC movie, and we all really cheer for you. So thanks for your time today, and I'll let you go to sleep. But before, I'll give you this Pas Sorti du Bois beer. It's a session IPA that was made for the podcast, and I think I brought that with me. Well, actually, a friend of mine who's running right now brought it because he came by car, but the plan was to give it to give one to you. So here it is. Thanks, Zach. Awesome. Well, thank you. I really appreciate that. It's I like it's a really cool design here on the can with all their beers have cats on them. So when they made this one, they said, "Well, we need a trail cat." So they went with a big cat. Yeah, I like that. Thanks. Diego Pazos, bienvenue à Pas Sorti du Bois. Salut Yannick, merci. Bonjour à tous. Écoutez, on est devant les montagnes, c'est la cérémonie, le petit déjeuner en fait, qu'on a appris tous les deux qu'il y avait de la nourriture pour tout le monde, on le savait pas, mais c'est la cérémonie de fermeture de la Hard Rock, on est le dimanche matin. Diego, hier, t'as complété la Hard Rock en 24 heures et des poussières, terminant 2e. D'abord, félicitations. Merci Yannick, ouais, effectivement, on est ici à la cérémonie de clôture de la Hard Rock. Un peu de nostalgie, avec tout ça. Petit déjeuner, je déjeune devant toi même d'ailleurs, donc voilà. C'est ça, je t'avais promis une entrevue à la cool. Là, en déjeunant, c'est parfait, on est vraiment dans ce mood-là. Parle-moi de ta course. Sur papier, ça s'est très bien passé, une 2e place derrière Ludo, un temps de 24 heures qui est très, très, très impressionnant. Mais de l'intérieur, comment ça s'est passé? De l'intérieur, alors il y a eu des hauts et des bas. Ouais. J'ai eu vraiment des moments de dans le dur. J'étais vraiment en difficulté, notamment sur les montées, la fin de la montée à Kroger's Canteen, Engineer Pass, Handy's Peak. En fait, toutes les montées au-dessus de 3500 mètres. Ouais. J'étais vraiment dans le dur. Malgré une acclimatation, j'étais vraiment dans le dur. J'avais un manque de puissance, manque de force. J'ai l'impression d'être à l'arrêt, donc j'ai beaucoup souffert dans ces moments-là. Et après des super moments, notamment un tout début de course jusqu'à Telluride, très bon. Et après une partie de nuit après Handy's Peak jusqu'à la fin de course où j'ai vraiment on a eu une super bataille avec Jason toute la nuit. Et donc là j'avais vraiment un super rythme. Donc voilà, plusieurs phases. Comme dans l'ultra, quoi. Ah oui, exactement. Moi, ce qui m'a impressionné le plus de toi, c'est moi j'étais au ravito de Urey au 45e mille, puis bon, on voit Ludo entrer, il était en jambes, il avait l'air d'être très frais. On voit François passer, ça a commencé à être difficile pour lui. Jason est rentré 3e. Jason, on sentait que c'était une dure journée, mais que ça semblait bien aller. Et toi, t'es arrivé avec une énergie à Urey, t'as fait crier la foule, on sentait vraiment que t'étais en feu. Est-ce que ça fait partie de toi de justement y aller all-in comme ça dans le positivisme, dans les cris, dans l'ambiance, de profiter de la foule? J'ai l'impression que la foule t'a énergisé, ou c'est toi qui as énergisé la foule, là? Alors moi, j'adore la communion avec le public. Ça fait partie de mon caractère aussi. J'aime bien ce côté un peu showman, mais ça fait partie de moi en fait. Moi, je me nourris de la foule et j'aime bien que la foule se nourrisse de mon énergie. Donc moi, même si j'avais mal aux jambes, à Ouray, on venait d'avoir 16 km de piste avec la poussière des pick-up dans la descente. C'était vraiment pas facile. Et il faisait chaud, ça faisait lourd quand même. C'est ça, hein. Et là d'arriver avec cette ambiance vraiment électrisante à Ouray, c'était vraiment super. En plus il y avait la famille, il y avait les proches. C'était génial et donc du coup moi ça m'a reboosté aussi alors que je savais que je commençais à être dans le dur à ce moment de la course. Voilà, en ultra, il y a des hauts et des bas et là je commençais à être dans un down et après ça qui a duré quand même jusqu'à quasiment Engineer Pass. Ah ouais, quand même, hein. Ouais, toute la montée. Il y a juste la dernière partie de la montée où je voyais François et Jason où ça m'a un peu reboosté et puis dans la redescente pour Animas Fork, j'ai rattrapé François qui était vraiment en grande difficulté et à partir de là, à partir d'Animas Fork, la montée en Peak pas facile mais déjà sur un meilleur rythme que Engineer Pass. Okay. Donc je me suis servi au fait finalement de cette énergie d'Ouray pour passer ce mauvais moment. Une des histoires de la course, ça a été la bataille entre Jason et toi. Je dis bataille parce que vous êtes échangé la 2e place, puis ça a été très serré. C'est toujours impressionnant quand on voit un 100 000, je veux dire 160 km, c'est long, et ça se termine à 9 minutes tout près l'un de l'autre. Puis la bataille, il y a des moments où vous êtes échangés l'un de l'autre. Comment ça s'est vécu, toi, de l'intérieur, avec Jason, de vous croiser dans les ravitaux? Urey est un bel exemple. Il sortait, t'es arrivé, vous êtes recroisés à d'autres ravitaillements. Alors moi je connais bien Jason. On avait fini ensemble à Oman by UTMB en 2018. Okay. On avait gagné ensemble. Et au fait, on se connaît bien. Et c'est vrai que là, dès le début, dès la première montée, j'ai senti que ça allait être un fight du début à la fin. Ouais. Au fait, on n'a rien lâché et c'était génial parce que lui avait ses qualités. Il était meilleur que moi en montée. Moi, j'étais meilleur que lui en descente.
On utilisait chaque fois nos qualités pour revenir l'un sur l'autre. Et au fait, ça a été un chassé-croisé toute la nuit. Et au sommet de la dernière montée, donc au-dessus de Cunningham, parce qu'à Cunningham, je dois avoir 3 ou 4 minutes d'avance au ravitaillement. À ce moment-là, il reste 7000. Il reste, puis dont une montée une montée très très raide de quasiment 900 mètres de dénivelé positif. Et en haut du sommet, je dois basculer avec, je pense, une minute d'avance. Et mais là, je sais dans ma tête que je vais pouvoir faire la différence. Donc, j'ai vraiment attaqué sur la première partie qui est très technique et sur la piste carrossable très caillouteuse où je savais, vu la journée, ce que j'avais vu de ses qualités de descendeur et des miennes, j'avais vu que je pouvais faire la différence sur cette partie pour gérer un peu plus dans la forêt. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu une belle chute sur la fin. Je me suis pris une gamelle dans la piste carrossable. Je suis resté 30 secondes par terre à regarder que tout aille bien. Donc voilà, il y a eu jusqu'à la fin, ça n'a pas été gratuit. Cette course donne pas de répit. C'est vraiment très très dur. Et l'altitude rajoute encore une couche. Donc c'est encore. En fait, cette bataille donne encore une pointe supplémentaire à ma course parce qu'au fait, c'est pas que j'avais 3 heures de retard, 2 heures d'avance ou autre. C'est que j'étais vraiment à la bagarre, tout en ne sachant pas où était Courtenay. À un moment, à Andy Peak, elle revient à je pense 5 minutes derrière. Quand même, hein? Même pas peut-être. On la voit la frontale et c'est à partir de là où on se met en mode guerrier avec Greg mon pacer et voilà. Donc c'était génial. C'était quoi l'émotion quand t'as tourné le coin de la rue, t'as vu la grosse roche blanche au loin qui est mythique dans notre sport, que t'as vu ta conjointe, tes enfants, c'était une arrivée en famille. Comment tu te sentais à ce moment-là? J'ai été submergé par l'émotion. J'ai les larmes qui sont arrivées, je commençais à trembloter. C'était très très fort de voir Maya, ma femme, mes enfants. Et après le contour, le dernier virage et d'arriver sur ce rocher, j'en ai rêvé des nuits, j'en ai vu des images sur ce rocher. C'était mon tour. Et voilà, donc c'était très particulier, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. On était gâtés, nous, comme spectateurs, parce que les arrivées de Ludo et de toi se sont fait en famille avec beaucoup d'émotions. Puis tu sais, on est habitué aux grandes lignes d'arrivée que peuvent être l'UTMB ou ces grandes courses-là où il y a pas la proximité qui est là entre les fans autour et l'athlète. On se tape dans la main, mais c'est tout. Là, à la Hard Rock, c'est tout petit. On arrive comme ça au petit matin. On était aux premières loges pour voir cette émotion-là. Je trouve que c'est une communion qui est belle. Toi, qu'est-ce que tu en retires de ton expérience à la Hard Rock en termes de communauté? Moi, je trouve ça génial. Moi, c'est ça qui m'a fait commencer le trail et l'ultra il y a 12 ans. C'est ce côté communauté avec des gens qui ont des valeurs. Et ici, on les ressent. Vraiment, c'est ancré. Les organisateurs veulent faire respecter ça. D'ailleurs, toutes les règles et ce processus de sélection hyper sélectif, c'est fait pour conserver aussi cette âme. Et c'est vrai que d'arriver là et d'avoir aussi, Ludo pour moi, c'est mon idole de course depuis longtemps, même avant ses derniers résultats, même avant qu'il gagne l'UTMB en 2016. Moi, je le connais depuis 2011-2012 quand moi j'ai commencé et ça a toujours été un exemple parce que c'est une bête de travail, c'est une bête de détermination. Et là de le voir sur le côté, alors que je savais qu'il était arrivé, j'étais même pas encore à Cunningham, et qu'il soit là en train de m'attendre, c'est vrai que dans l'UTMB, je l'aurais même pas vu. Là, avec cette proximité, je le vois. Dale aussi qui m'accueille à côté du rocher, ma famille, mes proches. C'était intime et suffisamment. L'atmosphère était suffisamment électrisante, vibrante pour en prendre l'émotion. Donc je trouve que c'était une arrivée pour moi parfaite, le juste milieu entre tout. Là, en plus, tu me disais, avant qu'on enregistre, que vous êtes en famille pour un mois de vacances ici, fait que l'aventure Colorado, l'aventure américaine se termine pas maintenant. C'est quoi les plans pour les prochaines semaines, à part le repos? Les plans, c'est que là, on va descendre sur Durango, Mesa Verde, et puis après, on va remonter Moab et Yellowstone. Wow. Donc, on va finir plutôt un peu plus nord, mais voilà, on a envie de voir cette nature sauvage et assez brute qu'on voit ici et qui nous plaît énormément et qui plaît aussi beaucoup aux enfants, quoi. Ouais, puis ici on en prend plein la face. On est à Silverton, on parle en ce moment, on est entouré de sommets à 3500, 4000, c'est unique comme décor, là. Ce qui est incroyable ici, c'est que il y a ce côté, cette dichotomie, ce paradoxe entre une nature qui a l'air sauvage, intouchée, quoi. On dirait qu'il y a presque pas de sentiers, pas d'hommes qui ont été. Ça donne envie de gambader partout à ces sommets à 4000. Et d'un autre côté, c'est ces routes 4x4 avec des pick-up, des buggy qui peuvent aller quasiment à 4000. Ah oui. Mais par contre, il y a pas de
ski resorts Non. ou de pistes de ski où il y a tous les, par exemple, cette magnifique forêt de sapins là qui surplombe Silverton, c'est intact. Ouais. Et c'est ça qui est magnifique. Chez nous en Europe, alors au Canada, je pense que c'est un peu comme ça ici. Oui, quand même. Mais nous en Europe, on a un peu hyper colonisé les montagnes Ouais. avec des ski resorts partout. Et c'est vrai que c'est rare de voir des endroits aussi intacts. Au cœur de la Suisse, on le trouve encore. OK. Il y a des endroits où il n'y a pas de station de ski. Ouais. Et ça fait du bien, en fait. Surtout quand on est, trail runner. Parce Ouais, que on fait ce sport-là parce qu'on aime la C'est communion ça. avec la nature, puis notre impact est très minime par rapport à des ski resorts ou ici c'est beaucoup les C'est 4x4, pas les 4x4 mais les 4 roues, les petits ATV un peu partout. Ouais. Nous ça clash peut-être un peu avec être seul dans le fond des bois à courir dans des cols à 4000 là. t'arrives à Engineer Pass. Là, ça c'est vraiment, pour moi, le paradoxe de la région. T'arrives à Engineer Pass à 4000. Et t'as 20 buggy qui sont en train de regarder là-bas, et toi t'es arrivé par un sentier où tu sais Ouais. même pas que ça pouvait se monter en buggy, et par un autre versant, ça se monte. Par contre, il y en a d'autres, un Dispic et pas de personne qui se buggy, et il y en a d'autres où ils sont vraiment intacts. Kroger's Canteen Ouais. non plus, c'est quand même mythique cet endroit, et la descente, la redescente derrière est quand même très très engagée, Ouais. on va dire. Faut pas se rater. Non, c'est ça. Et du coup, ça m'a surpris parce que je connaissais pas. Moi, je connaissais que 20 km du parcours, donc Ouais. j'ai tout découvert. Et donc du coup, à des moments, ça m'a fait perdre du temps, mais à d'autres moments, ça m'a émerveillé. Ouais. Et j'ai adoré ça. Il y a un côté exploration que si tu l'avais fait plusieurs fois d'avance, t'aurais connu le parcours plus précisément, t'aurais Ouais. peut-être su plus où attaquer ou pas, mais dans ce cas-ci, il y a un côté, je pense, plaisir à découvrir. Hein. C'est ça. J'aurais pu, en connaissant le parcours, mieux optimiser certaines parties. Ouais. Et même mentalement, ça aurait pu m'aider à certaines parties de savoir où était le sommet. Ouais. Parce que des fois, c'est interminable. Ouais, c'est ça. Mais d'un autre côté, j'aime bien cette joie aussi de découvrir. Ouais. Et puis de prendre pas à pas les choses, les événements qui viennent. Est-ce que ça donne le goût de revenir? Oui, bien sûr, ça donne le goût de revenir. Est-ce que ça va être le cas? Je sais pas, parce que c'est quand même un investissement, Oui, c'est c'est ça. quand même un engagement. Pour moi, un 100 miles, c'est jamais anodin. Ouais. Et je pense qu'il faut que ça reste quelque chose de spécial. C'est une distance mythique qui demande beaucoup à l'organisme, physiquement, mais surtout mentalement. Ouais. On puise beaucoup. Ouais, on brûle les cartouches. On brûle des cartouches. Il y a des moments, après 8-10 heures, on a l'impression que c'est déjà la fin du monde. Ouais. Et on doit quand même tenir 24 heures, ou 25, 26, 30 heures. 48 pour C'est les fou, derniers hein. qui sont arrivés ce matin. Ouais. Donc voilà, c'est une distance qui est intense. Quand on est devant, en plus qu'on joue quelque chose, on n'a pas de répit. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive au ravitaillement, c'est Formule 1, Ouais. on perd le moins de temps possible, 1-2 minutes, Ouais. 3 minutes si ça va pas bien. Voilà, on n'a pas de répit, donc on n'a pas ce moment de se dire là je peux faire me un laisser reset, un peu, voilà, faire un reset. Non, on doit toujours être focus. Ouais. Et ça c'est prenant aussi. Ouais. Donc ça demande beaucoup. Il y a des gens qui en font plusieurs dans l'année. Chapeau à eux, mais je sais pas si sur la durée, Ouais. pour durer, moi ça fait 13 ans maintenant que je suis là. Ouais. Ce qui m'aide à durer, c'est aussi ça, c'est de Ouais. me préserver et de choisir les événements sur lesquels j'ai envie de me préparer Ouais. et d'être performant. Pas s'éparpiller, mais choisir Voilà. choisir les bonnes courses. Exactement. Avant qu'on se laisse, Diego, moi j'ai le petit quiz, les questions NAC. Donc je sors ma feuille parce que je les sais pas par cœur. Donc c'est le segment nutrition présenté par NAC. T'es prêt? Je suis prêt. Première question, sucré ou salé? Sucré. Calories liquides ou solides? Liquide. Nutrition planifiée ou au feeling? Planifié. Combien de grammes de glucides vises-tu par heure? Je vise pas des grammes de glucides précis. Je suis le plan NAC. Normalement pour les courses, l'hard rock était dedans. Et donc je suis à peu près à 300-350 calories. OK. Quel est le produit nutritionnel qui a changé ta vie? La purée. La purée? Ouais. Ouais. Et les gels maintenant, que je Ouais. prenais jamais de gel, j'arrivais pas à les enfiler, à les ressortir à chaque fois. Et là, je dois dire que j'en ai pris quand même 6 ou 7, ce qui pour moi est énorme. Ouais. Dans les purées, c'est quelle salade t'as préférée? Pomme. Ouais. Hein? J'attends qu'ils en sortent d'autres. Ouais. Et puis butternut de temps en temps pour couper. Ouais. Mais la pomme, vraiment, pour l'instant, j'ai dû en manger 15. Ah ouais? Quand l'estomac fait des siennes, qu'est-ce que tu fais? Je prends des produits NAC. On dirait que c'est organisé, on dirait que c'est commandité. Dernière question. Quelle est la chose que tu as le plus envie de manger après une course? Je pense, alors, quand je suis sur Chamonix, c'est une raclette Ah ouais? ou quelque chose comme ça. Et sinon, un demi-poulet, frites. Et si l'estomac va bien, avec une petite bière fraîche. Ah ben j'aime ça entendre ça parce que
le dernier segment, en fait, c'est la bière d'après-course présentée par Noctem. J'ai un partenaire d'alcool qui m'a donné des bières que je peux donner aux gens que j'interviewe, aux athlètes. Et là, si tu veux, j'ai une double IPA pour toi que je vais te donner. Wow, Donc, je te donnerai ça après l'entrevue, mais tu vas être il m'en restait une. Je me suis dit, on va voir aujourd'hui, selon les entrevues, qui aime une bonne bière d'après-course. J'ai entendu, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, donc je vais te présenter un petit produit Noctem tantôt. Diego, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour ta course. C'était beau de te voir dans la ravito, puis ça nous rappelle que c'est juste un sport. On peut s'amuser en le faisant, même quand ça fait mal. Puis j'aime beaucoup cette idée-là de prendre l'énergie du public, leur en donner, mais d'en prendre aussi pour aider à monter Andy Speak juste après. Oui, et je pense que de garder le sourire positivement, ça t'aide d'aller au bout. Ouais. Et puis, comme je dis toujours, personne nous a obligés d'être là. Non, c'est ça. Donc, on a signé. Donc, si on est là, autant en profiter, se faire plaisir. Et quoi de plus beau dans le monde? Une communauté géniale, un échange avec les gens, et puis une nature préservée avec des animaux sauvages qu'on voyait même sur les sentiers. Ouais. Donc, merci à toi, Yannick. Merci à tous, Diego. Bonnes vacances en famille. Merci. Ciao. L'équipementier suisse On est partenaire de la série et s'assure qu'on soit bien habillé et bien chaussé pour profiter du Colorado. Connais-tu l'espadrille Cloud Monster Hyper? C'est la chaussure trainer de On qu'il te faut, dotée de la même mousse que l'espadrille On qui était au pied des athlètes qui ont gagné les marathons de Boston et de New York. Je le sais qu'on est dans un podcast de trail, mais tout bon coureur en sentier a besoin d'un trainer pour ses entraînements sur asphalte, et le Cloud Monster Hyper, conçu avec 85% de matière recyclée, est la chaussure pour toi. Pour trouver les produits On, ça se passe chez ta boutique de course préférée ou sur le on.com. Le partenaire voyage de la série est l'équipe Simpson, le regroupement de courtiers hypothécaires de l'ultramarathonienne Stéphanie Simpson qui fait partie de la grande famille Multiprêt Hypothèque. Accomplir ses rêves, c'est gratifiant. Se fixer un objectif sportif ambitieux puis tout faire ce qui est à notre possible pour l'atteindre, c'est pas toujours facile, mais chaque embûche rend l'accomplissement encore plus spécial. Si un de tes grands objectifs, c'est d'être propriétaire, c'est avec l'équipe Simpson que tu dois travailler. Le chemin pour s'y rendre n'est pas toujours facile, mais quand tu vas avoir les clés de ta propriété entre les mains, ça va tellement être gratifiant. Contacte Stéphanie et son équipe d'experts dès maintenant en visitant le équipesimpson.com. Fanny Barrette, re-bienvenue à Pas sorti du bois. La dernière fois qu'on s'était parlé, on était en Zoom. Là, on est dans les San Juans devant des sommets à 3000, 4000 mètres. C'est quand même pas pire comme deuxième rendez-vous. Oui, c'est super. Je suis bien contente de te rencontrer, puis on peut pas demander mieux comme endroit. Ben non, on peut pas demander mieux, puis pas demander mieux comme température aussi. J'en parlais ce matin avec les gars, les Pacers de Richard et Richard. Hard Rock est connu pour ses températures parfois extrêmes. Cette année, je pense que les coureurs ont quand même été épargnés. Eux, dans le temps qu'ils l'ont fait, ça a été le cas. Toi, tu accompagnais Lourdes. Comment ça a été? Ça a bien été, point de vue température. Ouais, c'est ça. C'est sûr que la première journée, ils ont sûrement eu un peu chaud, mais il y a quand même eu des nuages tout de suite dans la première journée. Ouais. La nuit était chaude, ce que je m'attendais à avoir froid. Oui, c'est ça. Sauf quand t'as les pieds tout mouillés. On a quand même froid un petit peu aux pieds, là, mais non, c'était quand même bien. La deuxième journée, encore un beau soleil pour aller en haut de Andy Peaks. Puis après ça, c'était nuageux dans l'après-midi. Fait que vraiment, ils ont été vraiment choyés avec la température. Quand on s'était parlé, tu t'apprêtais à te lancer sur une grosse saison de course. Là, plus récemment, tu as fait le Cocodona 250. À quel moment la Hard Rock comme pacer, comme équipe de support, comment c'est venu sur ton radar puis que ça a été c'est rentré dans le calendrier? Quand elle a été pigée. Ouais. Même quand elle me l'a demandé avant que j'aie le résultat, parce que j'espère encore être pigée, Lourdes. Je vais attendre de savoir si je la fais. Fait que j'ai dit si je la fais pas, j'avais aussi appliqué pour la loterie pour Cascade Crest. Okay. Quand j'ai su que je j'irais pas, j'ai dit oui, je vais venir te baiser. Est-ce que c'était la première fois au Colorado? Non, c'est ma 5e fois, je pense. OK. Qu'est-ce que tu as fait comme course dans le coin? J'ai fait Ouré. On en parlait avec... J'ai fait aussi Never Summer l'été passé. OK. On en parlait avec Francis Picard qui a fait la Ouré aussi. Toi qui as quand même vu une bonne partie du parcours, comment tu comparais les deux courses qui se déroulent à deux villes qui sont à 40 minutes l'une de l'autre, mais qui sont peut-être dans des montagnes un peu différentes? J'ai été comme j'avais fait Ouré, puis je m'attendais à similaire. Je trouvais que c'était plus des vrais sentiers pour celle-là. Okay, pour ça ici, oui. Je trouvais que c'était plus courable. OK. Oui. T'as embarqué à quel endroit comme pacer, puis tu sortais à quel endroit? J'ai embarqué à Ouré, puis j'ai sorti à Cunningham. Fait que ça m'a donné, je pense, 48 000 ou 49 points. C'est quasiment la moitié du parcours avec ta coureuse. On s'en parlait ce matin avant qu'on ouvre les micros. Ça a été un long pacing, un long mandat. T'as été sur le parcours pendant 24 heures, de minuit à minuit. Raconte-moi comment ça s'est passé concrètement dans la course avec ta coureuse.
Oui, ben c'était bien de commencer à minuit que la noirceur, fait que la venir compagnie, puis le lever du soleil est arrivé vite parce qu'on avait tellement de choses à jaser. C'est sûr que Lourdes, elle savait qu'elle courait pour les cut-offs, qu'elle serait les barrières horaires. Fait qu'on a regardé les temps. On a commencé à l'écouter plus la deuxième journée. Ouais, ben, quand je suis avec elle, puis c'est ça, le samedi après-midi. Mais ça a bien été, puis c'est sûr qu'on avait moins de choses à jaser rendu la deuxième journée. Après 10 heures, on avait moins de choses à jaser, mais c'était correct. Puis on a commencé à jaser avec d'autres coureurs qui étaient dans la même vitesse. Ouais, c'est un gros mandat quand même d'être sur le parcours pendant 24 heures. Puis j'en parlais avec Marianne Hogan en amont de sa job de pacing avec Camille Brouillard. C'est des longs mandats dans le sens où il y a des courses au Québec ou autres où t'embarques pour le dernier 20, le dernier 30. Ton coureur est assez magané à la fin d'une longue distance. Toi, t'as les jambes fraîches. Tu peux te permettre de tout mettre tes efforts sur supporter ton coureur. Là, dans ce cas-ci, il y a un enjeu quand on sait qu'on va passer 24 heures sur le parcours. 24 heures, c'est un temps de 100 000 pour ben du monde. C'est un ultra pour toi. T'as passé 50 000 sur le parcours. Comment tu gérais prendre soin de toi pour être certain de pouvoir prendre soin d'elle? Ben c'est ça, quand on arrivait au ravito, tu sais, elle me demandait, je voulais la supporter, mais je déléguais aux bénévoles, parce que moi aussi, il fallait que je me dépêche à manger. Surtout vers la fin, quand on a réalisé qu'on était vraiment serré, elle restait vraiment pas longtemps, fait que j'ai tout le temps dit, attends jamais après moi je vais te rattraper, tu sais, j'ai plus de jambes, là, fait que c'est comme ça que j'ai géré, la laisser, de me demander aux autres de l'aide quand que je pouvais pour la crew, pour prendre soin de moi, puis... On parle beaucoup des bénévoles à la Hard Rock. On vient de vivre la cérémonie de fermeture où j'ai trouvé ça magnifique qu'on rende autant hommage aux coureurs, mais tout autant aux pacers, aux crews, aux équipes, aux familles, aux équipes de communication sur le terrain et bien sûr aux bénévoles qui étaient dans les ravitaux. Parle-moi de toi, comment tu as vécu l'expérience dans les aid stations avec les bénévoles qui, paraît-il, sont hyper dévoués et très généreux. Oui, vraiment extraordinaire. Puis quand on parlait des choix de la nourriture aussi, j'ai vraiment été impressionnée. Même en étant végétarienne, il y avait beaucoup de choix. Il y avait, c'est ça, comme je pense qu'il n'y a pas de problème d'être solo pour avoir de crew. On avait tout le temps 2-3 personnes après nous autres. Fait drôle quand que Lourdes est partie avant moi. J'avais pas encore commencé à boire mon café. Elle venait me le porter. Je disais non, je dis elle s'en va, je pars. Et pendant que je mettais mon sac, elle dit non, je vais marcher avec toi pour que tu prennes 2-3 gorgées de ton café. Fait que tu sais vraiment, là, il était vraiment dévoué. Les gens sont hyper dévoués, puis on pense que c'est difficile de rentrer comme coureur à la Hard Rock, mais c'est aussi difficile de rentrer comme bénévole parce que il y a des listes d'attente pour être bénévole dans les stations d'aide. C'est quand même assez fou quand tu te dis que c'est aussi difficile de rentrer comme coureur que comme bénévole. On le sent que c'est une course qui a quelque chose de spécial. Toi, c'était la première fois que tu étais au Colorado pour la Hard Rock. Comment tu décrirais ça à quelqu'un qui l'a pas vécu? Comment tu l'as ressenti d'être au cœur de cet événement-là qui est assez unique, là? Oui, ben c'est ça, tu vois qu'ils sont vraiment, tu sais, ils ont l'air de se connaître parce que c'est beaucoup de monde qui revient année après année. Fait que c'est vraiment, tu sais, une réunion de famille pour eux autres. Tu sais, j'ai eu la chance d'en connaître quelques-uns. Fait que c'était le fun de voir. Ou même que j'avais un ami de nouveau. Fait que c'est présente à tout le monde. Puis ils sont vraiment amicaux. Ouais, puis on a failli gagner au Trivia Night, notre table. On était quand même pas si pire. Des questions un peu difficiles pour des Canadiens, mais hein, on s'en est bien tiré 4e, la médaille de chocolat. C'est pas si pire. Bon, là, la fin de semaine de la Hard Rock tire à sa fin. Toi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Je passe quelques semaines ici au Colorado. Après ça, je m'en reviens, je passe une journée chez moi, puis je m'en vais faire à la Canadian Death Race, un Grande Cache. Puis en point de course, j'ai I Am Tough, un 100 000 en Idaho, je pense que c'est le 21 septembre. OK. D'avoir passé la semaine ici, ça doit donner le goût de venir la faire. Tu dis que tu avais essayé. En ce moment, as-tu ta qualificative pour l'année prochaine ou comment ça prend? T'es correct? Oui, c'est tout le temps mes courses préférées qui sont dans la liste, mais là, d'habitude, je rappelle pas des 100 000, fait que là, à un moment donné, je vais peut-être venir je vais te l'avoir fait, mais oui, c'est sûr que ça m'a donné le goût. Je voulais déjà venir. Oui, c'est ça, mais de le vivre de l'intérieur, là, ça donne encore plus. Il y a des gens, en fait, j'entendais des gens parler qui disaient, moi, j'ai fait le pacer, je voulais faire la Hard Rock, je me suis essayé, puis quand j'ai vu le parcours, j'étais moins certain. Toi, on sent que c'est pas ça que t'as vécu. Non, moi, au contraire, ça m'a rassuré de voir le parcours, comment c'était plus courable que je m'attendais. OK. Ouais. Bon, ben, quand même. Merci beaucoup, Fanny. Ça a été vraiment un grand plaisir. Avant qu'on se laisse, j'ai une question spéciale, la question Gear présentée par On. Je vais prendre une pause, puis je la sais même pas par cœur. Hein. Ça fait dur, mon affaire, hein, bloopers. Pas beaucoup dormi, moi non plus, hein. Je pensais que t'avais dit une question là. Non, c'est une question On. OK, c'est ça. Donc, la question Gear présentée par On, ça va comme suit. Selon toi, quelle est la technologie qui a changé ta vie dans les dernières années en termes de course? Pour moi, avoir le parcours sur mon GPS, pour pas perdre de temps quand tu te perds, quand c'est pas bien balisé, c'est vraiment bien. Oui.
On sait que ça a été, c'est pas un enjeu ici dans le sens que ça fait partie du charme de la Hard Rock, c'est que c'est peu balisé. Est-ce qu'avec Lourdes, il y avait un mandat aussi de ton côté de faire la navigation, puisque c'est moins balisé que ce qu'on est peut-être habitué ailleurs? Ouais, ben ça, je voulais faire ça d'avoir le GPS sur ma montre parce qu'elle l'avait pas. Puis tu sais, sortir le téléphone, des fois ça prend du temps. Ouais, puis mais non, j'ai été surprise comment ça arrive quelques fois là. Ouais. Mais en général, je m'attendais à pire. Ouais, c'est ça. Bon, moi, quand on s'attend à pire côté parcours, quand on s'attend à pire côté navigation, bon, c'est juste des bonnes nouvelles. Fait que je te souhaite d'être pigé l'an prochain. Et merci. Oui, j'aimerais bien ça venir ici comme coureuse cette fois-là. Parfait, on te le souhaite. Merci beaucoup, Fanny, puis bonne continuité de vacances au Colorado. Merci beaucoup. Sur les sentiers de la Hard Rock est présenté par NAC, le partenaire officiel de la série et la référence mondiale en nutrition pour sport d'endurance. Le partenaire équipementier de la série est le fabricant suisse On, alors que le partenaire voyage est l'équipe Simpson, un cabinet multiprêt hypothèque. Le partenaire brassicole est Noctem Artisan Brasseur. Je tiens aussi à remercier David Hébert pour le design graphique du podcast. Merci aux fidèles auditeurs qui sont présents semaine après semaine depuis bientôt 4 ans. Merci aussi à ma blonde Jenny, ma mère Nathalie et mon gars Elliot qui sont avec moi au Colorado pour cette série d'épisodes. Mon nom est Yannick Vézina et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.